Surprise. Tandis que je mâche des aliments invisibles, en sombrant progressivement dans un sommeil tant espéré, je sens quelque chose bouger dans mon dos. Un animal. Il y a un animal sur ce lit. Le cœur tambourinant, je réfléchis aux moyens de me débarrasser de l'intrus. Je n'ose même pas risquer un œil vers la bête, il ne faut jamais croiser le regard de l'agresseur. Cela peut déclencher l'attaque mortelle. La peur au ventre, étouffant chaque bruit, je sors des couvertures avec 1000 précautions, me dirigeant à béquille feutrée vers la cuisine, où je fouille sans bruit dans le tiroir pour me saisir d'un long couteau effilé, ainsi que d'une lampe torche. Le plan est simple. J'ouvre la fenêtre en grand et j'allume d'un coup, surprenant la bête. Si elle ne détale pas, qu'elle me paraît dangereuse, agressive, je frappe, frappe, frappe. J'ai déjà vu plusieurs fois des sangliers dans mon jardin. Ils étaient là avant moi. Lorsqu'ils s'affolent, ça peut faire des dégâts, matériels et humains. Quand je retourne vers la chambre, le poignard étranglé dans mon poing, la lune m'accompagne par l'intermittence des fenêtres, dans toute la maison, projetant mon ombre gigantesque de tueur sur les murs. J'ouvre la porte qui grince légèrement, puis la fenêtre. Je retiens ma respiration comme pour avaler le bruit, et je m'approche de la bête. Debout sur une jambe, le couteau brandi bien haut, je bloque mes poumons, raidissant tous mes muscles. Puis j'allume brusquement ma torche. La bête est humaine. Un visage. Lila. Lila. Je laisse tomber mon couteau et m'assieds pesamment sur le lit, prêt à défaillir d'une peur rétrospective. Redit-elle. C'est toi, Miloche? Oui, c'est moi. Tu m'as fait peur? Je t'ai prise pour un sanglier. Merci. Et je ne m'attendais pas à te trouver ici. Excuse-moi, j'étais crevé. Je suis allé m'étendre quelques minutes. Je crois que je me suis endormi. Laisse-moi le temps de me réveiller, je m'en vais. Non, non, reste là, je vais dormir sur le canapé. Reste avec moi un peu. Pas longtemps. D'accord. Je me couche auprès d'elle. Lila est habillée, mais moi je me sens un peu nu en pyjama. Oui, comme ça, me dit-elle. Rapproche-toi, j'ai froid. Prends-moi dans tes bras. Je m'exécute, parfaitement gauche, la main tremblante. Caresse-moi les cheveux, rajoute Lila. Ma grand-mère me faisait toujours ça pour m'endormir. J'obéis à nouveau. Ses courts cheveux sentent bon le shampoing et le miel. Plus doucement. Je suis pas un labrador. Pardon. Comme ça va mieux? Oui, c'est très bien. Nous restons quelques minutes dans cette position. Je suis raide comme un piquet, encombré par ce corps dont je ne sais que faire. Je sens le souffle chaud et profond de Lila sur mon cou. Je crois qu'elle s'est rendormie. Petit à petit, je me détends, continuant à plonger mes doigts dans ses cheveux, me délectant de leur odeur sucrée qui me réchauffe le cœur. Je suis attaché à cette fille, très attaché. Je ne veux pas me prononcer de façon certaine, mais je crois que je suis... Ah, enfin, vous voyez? Et elle? Ah, bien sûr, je n'ai toujours aucune réponse à mes questions. Je ne peux qu'observer. Je ne m'en prive pas. Je vois le visage apaisé de Lila, ses traits faiblement caressés par la lune. L'ombre du montant vertical de la fenêtre épouse les lignes de son cou délicat, de son joli menton, de sa joue, de sa belle pommette, de sa tempe pleine de douceur, et enfin de son front aux formes artistiques, pour se perdre dans ses doux cheveux. L'ombre serpente au rythme des respirations de Lila, j'en suis presque jaloux. Ayant acquis la certitude de l'assoupissement de la belle, j'enlève avec prudence sa main qui repose sur mes côtes, et je me dégage. Instinctivement, Lila se recroqueville sur elle-même. Je la couvre d'un édredon épais, puis je me remplis les yeux de son visage, avant de me diriger vers le salon. Une voix arrête ma main sur la poignée. Où tu vas? Tu ne dors pas? Où tu vas? Et je vais dormir? Viens avec moi. Il faut que j'aille dormir un peu, Lila, il est tard. Viens ici, je te dis. Viens, Miloche. J'obéis à la belle, bien sûr. Une fois sur la couche, Lila ne parle plus. Elle ne me demande plus de lui caresser les cheveux. Elle roule sur moi en silence.
et Lila me fait entrevoir les choses de l'amour. Lila, ma vie. Le soleil perce mes volets. Qu'il est doux de se réveiller aux côtés de quelqu'un qu'on aime. Deux corps qui s'enlacent, privés de toute étoffe, sa peau contre ma peau. C'est étrange. Il se dégage de cette situation pourtant nouvelle une impression de naturel époustouflant. Oh Lila, que j'ai peur de te perdre. Par prévention, je m'accroche à son dos comme si le lit était en pente. D'ordinaire, au réveil, les souvenirs de mes voyages oniriques se manifestent sous les traits d'une forme en 3 dimensions, quelque part dans mon cortex. De formes variables, toujours polies, en couleurs. Ce matin, rien. Comme si je n'avais plus besoin de théoriser la beauté parfaite. Comme si je n'étais plus en recherche. Je n'ai qu'à ouvrir les yeux. Bientôt, tiraillé par une faim qui me ramène à ma basse condition d'être humain, amalgame ordonné d'organes, je me résous à désincarcérer Lila de mes bras. Comme je l'avais prévu, le lit était bien en pente, bien plus que je ne le croyais. Je réussis miraculeusement à cramponner le drap au tout dernier moment, juste avant la chute douloureuse sur le sol froid de la chambre. Mon cœur bat fort, Lila ne s'est pas réveillée. J'attrape mes béquilles, je chasse doucement de la main les oiseaux aux jolies couleurs qui chantent partout dans la pièce, puis je sors de la chambre. Dans la cuisine, je prépare des pâtisseries express à la Miloche, sorte de muffins à ma manière, prêts à déguster en 20 minutes. Pendant que le café coule, je dresse une jolie table, que je couvre de la nappe à carreaux que je réserve à mes invités. Il va être temps d'aller réveiller Lila. Une énorme inquiétude me saisit. De quelle nature vont être nos rapports aujourd'hui? Fait-elle cela avec tous les hommes avant de disparaître? Est-ce un jeu pour elle, une habitude, une simple marque d'affection? J'aimerais laisser aller la vie, penser qu'on verra bien, et m'en remettre au destin. Mais voilà, je ne sais pas. La porte s'ouvre. Lila apparaît, dépeignée, endormie, nimbée d'une lumière surnaturelle, un grand couteau à la main. Mon cœur cogne. Elle est belle dans mon pyjama trop grand pour elle. Je suis prêt à jouer le rôle de l'agneau du sacrifice. Mourir après avoir connu l'extase, cela ne me déplaît pas. « Bonjour mon Mimi. T'es parano ou quoi ?» me dit-elle en brandissant le long couteau. « Je t'ai pris un pyjama dans l'armoire qui sent bon la lessive. Il fait pas chaud ce matin. » Ça y est, j'ai reconnu le couteau d'hier soir. Au lieu de me le planter dans le ventre en poussant des hurlements, Lila le pose de façon plus conventionnelle sur la table, venant m'entourer le corps de ses bras, posant sa tête sur mon torse qui rougit de plaisir. « C'était bien cette nuit, mon Mimi, » me dit-elle en se levant plus fort contre moi. Bientôt mes 2 bras gauches entourent son corps et nous respirons d'un souffle commun. Elle se dégage brusquement dans un bruit d'électricité. « Ça sent super bon. Qu'est-ce que t'as mijoté ?»« C'est une recette à moi. Des muffins à ma façon avec que des bonnes choses à l'intérieur. Des raisins secs, des noix, des amandes, du pâté. » « Du pâté ? Non, je plaisante. Ça ne te fait pas rire ? Tu m'as fait peur. T'es bête. Merci. J'ai fait du café aussi. Super. Assieds-toi, je l'amène. » Et nous déjeunons tous les deux, pour la 2e fois. Pour moi, c'est la première. Je crois même que je n'ai jamais déjeuné jusqu'alors. Lila parle toujours beaucoup, mange à l'unisson. Elle apprécie ce qu'elle appelle les Milo muffins. Elle m'apprend que le petit déjeuner est son repas préféré, et je note. J'aime la regarder vivre. Elle s'agite beaucoup avec ses mains, ses bras, sa bouche, se lève à tout moment pour aller chercher une serviette, du lait, du sucre. Et ses gestes sont exécutés avec naturel. Lila a reçu la grâce, que voulez-vous? Tu sais, Miloche, me dit-elle, je crois que je suis un peu amoureuse. Je frémis. Je savais que cela ne pouvait pas durer. Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Je tremble. De qui? Du voisin. Du voisin? Mais lequel? Mais non, Miloche, de toi. Tu me plais, je suis attaché à toi. Ça me fait bizarre dans la poitrine. C'est comme ça que je le traduis. Je crois, je sais que je suis un peu amoureuse de toi. Tu es amoureuse de moi? Oui, je crois que c'est ce que je dis, oui. Toi? De moi?
Mais Miloche, t'es un diesel, toi. On n'est que tous les deux dans la pièce. Oui, moi, Lila, je suis amoureuse de toi, Miloche. J'ai l'impression de jouer dans un film de Tarzan. Écoute, ce qu'on a fait cette nuit, je le fais pas avec tout le monde. Il faut que j'aie des sentiments, tu vois. J'ai des sentiments pour toi. Je me sens faible. Mes yeux s'embuent, alors je les baisse pour faire diversion. Lila me prend la main. Hé, mais t'es un émotif, toi. Merci, Lila. Ça me fait plaisir ce que tu as dit. Moi aussi, c'est un peu comme toi. C'est-à-dire? Ben, comme tu as dit. Je comprends pas. Ben, tu sais, oui, je sais peut-être, mais je veux l'entendre. Ah, eh bien, moi aussi, Tu? Euh, Je suis un peu... Un peu... Je, je suis un peu... am- amoureux de toi. Bravo! Bah, tu vois que tu sais t'exprimer. Ne te moque pas, Lila. Ce n'est pas facile. Elle se poste derrière moi, se courbe pour m'embrasser dans le cou, me murmure. Ça me fait très plaisir ce que tu viens de me dire. Mais Lila, on le sait, n'est pas du genre à s'apesantir. Après un retour à la position verticale et un bond, elle débarrasse la table en un clin d'œil, lave, frotte, met de l'eau partout, range. Je suis au spectacle. On va faire un petit tour me propose-t-elle. Où? Je sais pas moi, dans le quartier. Je vais pousser ta charrette dans les rues, histoire de prendre un peu l'air. Mais Lila, il fait jour. Tu sais bien que... Ah oui, oui, c'est vrai. Tu permets que j'aille m'exprimer quelques minutes sur ton plaque minier? J'aimerais clarifier certaines émotions. Pendant que Lila s'agite sous mon arbre, je me dirige vers l'atelier. Après quelques minutes de contemplation passive de mes marbres bruts, je me rends à l'évidence. Je n'ai aucun désir aujourd'hui de leur donner une forme. Rien ne me vient, ma tête est ailleurs. Je ressors, je regarde Lila, je m'approche d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. J'étais trop loin de toi, je m'ennuyais. Tu t'ennuies, toi? Non, d'habitude, non. Mais là, oui. Je peux lire ce que tu écris? Non, je préfère pas. C'est un peu personnel ce matin. Attends, je vais t'en écrire un exprès pour toi. Lila réfléchit quelques secondes, puis laisse courir son stylo sur la feuille. Elle tire la branche vers moi. Je peux lire. Mon Miloche, plus je vis, plus de toi je suis proche. Mon Mimi, je t'aimais le jour, je t'aime aussi la nuit. C'est beau, balbutiai-je l'air gêné, dans un battement de cils et de cœur. Merci, me répond Lila en me tournant le dos pour revenir à son balai. Bientôt, je rentre à regret vers la maison. Je me suis vu de l'extérieur, petit chien empêtré dans ses jambes. J'ai peur qu'elle me trouve un rien collant. Je vais lire. Quelques grosses poignées de minutes plus tard, Lila corne ma page, froisse mon monde, quand elle m'apprend qu'elle doit s'en aller. Pour toujours? Mais non. Pourquoi? J'ai des choses à faire, Miloche. Où tu vas? Chez moi. Je vais faire une course et je rentre à la maison. Tu ne veux pas rester un peu? Tu vas en avoir marre de moi, et moi de toi. Mais non, tu peux habiter un peu chez moi si tu veux. T'es fou ou quoi? Je tiens trop à toi pour ça. En plus, je dois nourrir mon chat. Il va s'inquiéter, le pauvre. J'ai envie de lui répondre qu'elle peut venir s'installer ici avec son chat toute la vie si elle veut. Mais je sens bien que mon attitude va l'inquiéter. Si je n'ai pas encore l'expérience de la vie en couple, j'ai quelques notions théoriques. Quand je pense que certaines mauvaises langues osent prétendre que les romans c'est de la fiction, à chaque moment inédit de ma vie, je me dis ah oui, c'est comme dans le roman de C, ou on dirait l'héroïne de V. Il paraît que les romans s'inspirent de la vie. Chez moi, c'est le contraire. L'humanité est faite d'éléments complémentaires. Là, je dis bon, tu lui passeras le bonjour de ma part. À qui? Au chat? Tu lui diras je vais un peu moins te voir désormais, car Miloche a besoin de moi maintenant. Ok, promis. Elle m'embrasse, me serre fort dans ses bras. Bon, je reviens demain ou après-demain. Je vais te trouver un costume pour la dédicace de G. Je déglutis. Je blanchis. Je voudrais prononcer une parole, mais les mots se sont perdus dans un coin sombre. Ils ont fait une fausse route.
Je ne suis capable que d'agiter la main tandis que Lila s'éloigne en martyrisant le timbre de son vélo, m'envoyant des baisers de sa petite main qui voyage de sa bouche au ciel. Je suis seul, là. Je suis même encore plus seul que seul. Je ne suis qu'à demi. Pour tout dire, j'ai l'impression de n'être qu'au-tiers. Oui, moi qui pensais avoir trouvé ma moitié, je me rends compte à présent qu'elle prend ses aises. On pourrait dire que Miloche égale 2 lilas divisé par 3 plus Miloche divisé par 3. C'est complètement incomplet que je roule sans envie jusqu'à mon salon, après avoir fait un tour du propriétaire. Même mes courgettes semblent privées de toute envie. C'est dire. Je me reconstitue avec joie dès le surlendemain soir, quand je suis tiré de mes réflexions par le bruit répété du carillon de la maison. Lila, que j'ai reconnue à ses coups de sonnette, ne cesse que lorsque j'apparais sur le pas de la porte. Elle rentre dans le jardin, m'embrasse, détache le gros carton accroché à son porte-bagages, vient à ma rencontre en riant. Elle pose son lourd chargement sur la table. Alors, j'ai apporté à manger pour ce soir, quelques affaires de toilette, une chemise de nuit un peu plus féminine que le pyjama de Little Nemo. Au fait, je dors chez toi cette nuit. Tu n'attendais personne? Eh, regarde ce que j'ai au fond de mon sac. Un joli costume presque neuf pour la dédicace, avec de superbes chaussures en cuir bien cirées. C'est un copain qui m'a prêté ça. Il m'a même dit que tu pouvais garder le costume, mais il le met plus. Pour la chemise, on en trouvera une dans ton armoire. On peut pas dire que tu en es de très neuve, mais avec un bon coup de fer, ça passera. J'ai hésité pour la cravate, mais ça ferait un peu too much, tu crois pas? Écoute, c'est très gentil ce que tu fais là, mais j'ai réfléchi, je crois que... Miloche, je sais ce que tu vas me dire. Il y a des fois où tu ferais bien mieux de ne pas réfléchir. Tu iras à cette dédicace, un point, c'est tout. Je viendrai avec toi si tu veux. Je te tiendrai la main, je te porterai sur le dos s'il faut. Je peux même te traîner par les pieds. Mais tu viens là-bas, c'est moi qui te le dis. Tu ne peux pas me faire ça, Lila. Tu n'imagines pas comme c'est dur pour moi. Non, t'as raison, j'imagine pas. Écoute, laisse tomber, on en parlera demain. Et c'est bien ce que nous faisons le lendemain au petit déjeuner. Les yeux bordés de reconnaissance en ce matin frais, entre 2 gorgées de café au lait brûlant qui me réchauffent le corps, je dis à Lila, regrettant déjà les paroles que je vais prononcer. J'ai réfléchi cette nuit et... Miloche, je t'ai déjà dit de ne pas trop réfléchir. Non, mais là, j'ai réfléchi autrement. Ah bon? Oui. Et je me suis dit que c'était une trop belle occasion, cette dédicace. Donc, si tu viens avec moi, eh bien... Oui. Eh bien, en un mot commençant, je t'écoute. J'irai. Yes! Bravo, mon Mimi, dit-elle en embrassant ma joue tremblante. Merci. Mais j'aurai quelques conditions. D'abord, je n'ai pas l'habitude du costume, alors peut-être que je pourrais mettre un imperméable par-dessus. Ensuite, je voudrais être sûr de ne croiser personne que je connais. Mais tu connais personne. Au maximum, tu peux croiser Aimé, qui sera très content de te voir, et très étonné. Non, je ne parle pas de lui. Je connais des voisins, par exemple, ou des infirmiers que j'ai vus à l'hôpital, ou le facteur. Je n'ai pas du tout envie qu'on me reconnaisse là-bas. Je serais peut-être obligé de parler, ou même de subir leur conversation, et je ne veux pas. Ok. Mais comment tu vas faire? Tu veux un chapeau avec un voile de crêpe? Un niqab? Un masque de Donald? Peut-être pas, non. Je pensais à une fausse moustache et des grosses lunettes. Tu plaisantes? Non. Tu ne peux pas me trouver ça? Si. Si. Je peux te trouver ça. Tu veux un faux nez aussi? Il y a un magasin de farce et attrape en ville. Ils font des promos sur le complet lunettes moustache faux nez. Tu mets un petit chapeau pointu par-dessus, et je peux même te fournir une sarbacane multicolore avec des cotillons. Lila. Non mais, t'es vraiment sérieux? Oui. Je voudrais juste une moustache, des grosses lunettes à verre neutre et un chapeau. Et un chapeau?
Oui, un chapeau mou, tu sais, comme les gangsters. Ça fait de l'ombre sur les yeux. Mais Miloche, tu vas te faire embarquer par la police, ils vont te prendre pour un pervers. C'est ça ou je n'y vais pas. Miloche. Camouflage. Le surlendemain, c'est le grand jour. Bien sûr, je n'ai pas dormi de la nuit, me tournant, me retournant, imaginant les pires scénarios. Lila m'a fait un massage des épaules ce matin. Il paraît que je ressemblais à un porte-manteau. Je suis ressorti de la séance quelque peu décontracté. Tout est prévu. Nous irons là-bas en fin de matinée. Je me suis douché 2 fois, couvert de sueur. Lila m'a donné 3 cachets, des calmants légers, paraît-il. Et il se trouve que cela a déjà fait de l'effet. Je vais mieux. Le costume s'est révélé un peu court pour moi. Il faut que j'évite de lever les bras en l'air afin qu'on ne voie pas mon nombril, que je fasse des petits pas aussi. Sinon, il va forcément craquer quelque part. En revanche, il est très beau, et les chaussures me vont parfaitement. Lila m'a trouvé de jolies chaussettes à motifs, et c'est tant mieux, car le bas du pantalon ne les couvre pas parfaitement. Comme le chapeau est trop grand, mon habilleuse en chef a bourré du papier journal à l'intérieur. À condition que je n'agite pas trop la tête, cela tiendra. Danka vient d'arriver. Trop curieuse pour rater ça, elle n'est pas partie avec Lolek chez ses parents. Je vais te dire, Miloche, ça m'arrange un peu. J'aime bien mes beaux-parents, mais au bout d'un week-end, je sature quelque peu. C'est elle qui va nous amener là-bas en voiture. C'est elle aussi qui achètera le dernier livre de G à la librairie pendant que nous ferons la queue. En effet, j'ai refusé que Lila me lâche la main pendant toute la durée de notre attente dans le magasin. Danka aussi veut une dédicace pour elle. Je serai entouré. Elles s'entendent bien, ces deux-là. C'est une bonne chose parce que je n'ai pas d'autre ami à offrir à Lila. Danka a amené, comme prévu, des grosses lunettes cerclées de montures grises, ainsi qu'une moustache postiche. Je vois qu'elles ont toutes les deux du mal à se retenir de rire, ce qui me met mal à l'aise. Je pose les grosses lunettes sur mon nez, et je remarque les efforts que font les deux amies pour rester sérieuses. Baissant le visage vers le sol, elles respirent profondément, comme pour évacuer leur oxygène joyeux. Je bascule la tête en arrière pour me coller la moustache sous le nez. Quand je retrouve ma position naturelle, je suis pris sous une averse de postillons. C'est une véritable explosion de rire. J'ai l'impression de braver les embruns par un jour de forte tempête, debout sur la pointe du raz. Les deux mouettes se tiennent les côtes en poussant des cris, me montrent l'intégralité de leurs dents en ne cessant de s'excuser. Assez vexé au début, je dois dire, je suis vite contaminé par l'avalanche de rire, et je tressaute un peu des épaules à mon tour. Les éclats se sont un peu calmés quand je décide d'aller me voir dans le miroir. Je reviens en concluant que oui, c'est vrai que ce n'est pas terrible. Et le manège est reparti pour un tour. Lila et Danka me crient d'arrêter, entre 2 sanglots. Elles n'en peuvent plus, elles ont mal partout, paraît-il. Elles vont l'une après l'autre aux toilettes, car chez les filles, le centre du rire est très proche de la vessie. Tandis qu'elles s'affalent dans un fauteuil, épuisées, les larmes aux yeux, je reste planté debout dans mon imperméable et mon costume court, les bras pendant de chaque côté de mon corps, myope et moustachu. Les béquilles ne sont plus qu'un accessoire parmi d'autres. « Tu veux pas juste enlever la moustache ou le chapeau ?» me propose Lila en s'essuyant les yeux du dos de la main. « C'est ça, ou je n'y vais pas, » lui réponds-je, car des fois, il faut rester ferme sur ses positions. Cela dit, je n'emmène pas large dans mon accoutrement ridicule, fruit de mes réflexions à caractère inapparent, fomentées dans le but de faciliter mon insertion temporaire en société par cette journée d'automne cruellement ensoleillée. J'aurais 1000 fois préféré une météo brumeuse à souhait, où tout se perd dans un halo vaporeux qui grignote les détails des physionomies. Les deux amis ont disparu dans la salle de bain afin de se refaire une beauté, car, comme il fallait s'y attendre, le rimel a largement coulé sur leurs joues et autour de leurs yeux qu'elles ont frottés allègrement. Je les entends s'appeler Panda. J'aimerais autant qu'elles aient l'air le plus discret possible.
et je suis rassuré quand elles reviennent quelques instants après, plus que présentables, jolies même. Lila, bien sûr. Mais je constate pour la première fois le côté charmant de Danka. Peut-être ne l'ai-je jamais vraiment regardée? Ce qui est sûr, c'est que Lila lui fait du bien au moral à elle aussi, en lui communiquant généreusement ses bonnes vibrations, ses ondes positives, illuminant de l'intérieur tout son être. Je pourrais le lui dire franchement, mais je décide qu'un tir groupé, c'est quand même plus pudique. Vous êtes très belles toutes les deux. Eh oh, tu regardes des autres filles maintenant? Me répond une Lila rigolarde, mais un peu titillée. Je constate alors que produire des compliments aux femmes n'est pas chose aisée, et je regrette de n'avoir pas mon cahier sous la main. Les pincettes que nous employons ne doivent pas être faites du même métal que les leurs. Danka accélère les choses. Bon, les tourtereaux, va falloir y aller? Brusque retour à la réalité. Mon cœur veut s'échapper, mais il est cerné de toutes parts par les côtes. Je ressens une nouvelle poussée de sueur que je stoppe grâce à quelques respirations profondes par les narines. La tête me tourne un peu. Le stress peut-être. La voiture est juste devant l'allée. Nous sortons de la maison dont je verrouille attentivement la porte. Personne en vue. Les voisins doivent être devant leur poste de télévision. Je cours de toute la vitesse de mes béquilles pour éviter qu'ils ne m'aperçoivent. Je ne voudrais pas que cela jasse dans le quartier. Ce n'est pas que je sois sensible à ces choses-là, mais quand même. Je grimpe sur la banquette arrière de la petite voiture de Danka. Elle a suspendu un sapin de couleur crème à son rétroviseur. Il diffuse une bonne odeur de vanille dans l'habitacle. Les portes claquent. La conductrice tourne la clé. Le moteur fait entendre son doux rugissement. Prêt, Miloche? Me sourit Danka dans le rétroviseur. Preux, lui réponds-je d'une voix pâteuse. L'automobile se met en branle. Je n'ai pas mis les pieds dans un véhicule motorisé depuis des années, et voilà qu'en l'espace d'un mois, je me fais trimballer tour à tour par une ambulance, puis par la voiture de Danka. La vie nous réserve sans cesse des surprises. De reclus, je me métamorphose en aventurier des temps modernes.